L'île du Grand Passage, le dernier chapitre des nouvelles aventures de Gulliver, en vente sous format papier sur Atramenta et Amazon. Vieillage. Chef Gulliver, chef Gulliver, réveillez-vous. Quelqu'un tambourinait à la porte de la case. Gulliver a du mal à s'extirper de sa couche. Depuis que sa tendre Aminaya avait rejoint le monde de ses ancêtres, il n'avait plus le goût à la vie. Il restait des heures à contempler l'horizon, voyant défiler devant ses yeux rêveurs la ronde des nuages, le vol des oiseaux et l'enchantement de la course du soleil et des astres. De temps en temps, il siégeait au conseil. Malgré tous ses désirs de changement et son ardeur au travail, sans compter l'occasion que lui conférait sa position de chef à la suite du décès du roi d'Igan, il s'était rendu compte que sa présence seule suffisait et qu'il ne pouvait rien faire. La vie avait une fâcheuse tendance à s'écouler d'elle-même, et personne n'avait le pouvoir d'en contrôler le cours. Tout au plus pouvait-on suivre le flot magique, les naissances et les décès, les mariages et les solitudes, les départs et les arrivées. Plusieurs fois d'ailleurs, l'île du roi d'Igan, finalement inscrite sur les cartes du royaume d'Angleterre, avait été accostée. Il y avait bien eu un peu de commerce et quelques améliorations, mais les ressources du lieu étant sans intérêt pour la couronne, on oublia vite d'y faire escale. Son fils partageait sa vie avec une bande de pêcheurs intrépides, heureux d'une vie simple et athlétique. Il était père d'une famille nombreuse, et les bambins venaient parfois rendre visite à Papy Gully. Sa fille avait eu le béguin pour un capitaine anglais, et heureuse de vivre enfin une vie civilisée, comme elle le disait, l'avait rejoint à Londres. De temps en temps, quelques nouvelles croisées lui parvenaient, car elle n'écrivait jamais. Peut-être est-elle heureuse? Quant au petit dernier, il avait le grand cœur et l'innocence de son âge, et adorait traîner dans la petite boutique chinoise qu'avait installée un marin de l'Empire du Milieu. Quand la voile d'un brick arabe pointait, il s'empressait de le rejoindre pour caboter 2 ou 3 mois avec l'équipage. Il aimait le monde et la diversité dont Dieu, dans sa sagesse, avait pourvu la terre et les 7 mers. Chef, chef, lève-toi! Gulliver sortit sur le seuil de sa paillote. Encore un conseil? La barque est prête, elle n'attend plus que toi. Une barque? Mais pourquoi? Voilà longtemps qu'il ne prenait plus la mer. La peau ridée par le soleil, les yeux mangés par le sel, le dos détruit par les innombrables travaux qu'imposait une vie proche de la nature, plus rien ne faisait de lui un marin. Même le goût de l'aventure avait coulé goutte à goutte hors de ses veines. Comme tous les vieillards, il attendait tout simplement la fin. Le rituel. Tu dois prendre la mer, chef Gulliver, c'est le rituel. Encore une coutume locale. Il en connaissait maintenant des centaines. Il y avait celle du rythme des saisons, des phases de la lune, des pèlerinages au volcan éteint, de la sculpture et de l'entretien des totems, et tant d'autres dont il avait du mal à se souvenir. Certaines avaient un sens, une sorte d'enseignement, et servaient de transmission des techniques et des connaissances, du respect de la nature et de la gestion des ressources. D'autres semblaient des superstitions sans fondement, et n'avaient d'autre but que de se réunir pour s'enivrer d'alcool de coco jusqu'au matin. Cependant, au regard inquiet que lui lançait son sujet insulaire, Gulliver comprit que cette fois c'était important. Il le suivit donc vers le rivage. Une barque colorée, peinte de couleurs vives et décorée de fleurs l'attendait. Les anciens étaient tous là, en pagne de cérémonie. Ils le saluèrent avec des chants et des embrassades. Gulliver leur demanda: « Que dois-je faire »
C'est la coutume. Tous nos chefs l'ont fait avant toi. Tu dois partir seul sur la barque et rejoindre l'île du Grand Passage. L'île du Grand Passage? Où est-elle? Quelle route faut-il prendre? Car jamais personne ne m'en a parlé. Tu trouveras ton chemin. On n'en parle pas, sauf quand le temps est venu. Va. Avec peine, Gulliver monta à bord. Quelques indigènes poussèrent l'esquif, tandis qu'un ou deux d'entre eux l'aidèrent aux manœuvres, puis plongèrent pour rejoindre les varas de leurs compatriotes. Les bruits et les chants de la fête du départ s'estompèrent dans la rouille mêlée de bleu du soleil couchant. Une légère brise entraînait l'esquif. Fatigué par cette journée inattendue, Gulliver s'endormit profondément. L'île. Des dauphins joyeux jouaient à se surpasser. Ils sautaient dans l'eau, puis, retombant, éclaboussaient joyeusement la coquille de noix perdue dans l'immensité de l'océan. Gulliver se réveilla. Il lui fallut du temps pour réaliser où il était. Ah oui, le rituel. Il observa l'horizon. Pas une seule terre en vue. Et pendant des jours, l'abrutissante monotonie des vagues fut sa seule compagne. Il but de la réserve d'eau potable, scellée dans des noix de coco et vidée de leur chair et cachetée de cire. Il pêcha quelques poissons, qu'il mangeait crus, avec difficulté certes, car ses doigts le trahissaient souvent. Pourrait-il un jour revoir son île? En avait-il même envie? Une barre noire apparut dans le lointain. Des vols d'oiseaux criards s'en échappaient à tire-d'aile. Le vent forcit et la mer enfla. Gulliver le savait, une tempête se formait et il ne pourrait l'affronter. Il baissa la voile, rentra les pagaies et s'attacha fortement à son bateau. Advienne que pourra. Au bout de 2 jours intenses et violents, la mer et le ciel retrouvèrent leur calme. Bousculé, meurtri, Gulliver scrutait l'immensité liquide. Il devait absolument trouver un havre, car toutes ses réserves d'eau et toute sa force étaient épuisées. Comme pour répondre à ses angoisses, une forme se dessina au loin. Un rivage, une île. Par chance, le courant le dirigea droit vers elle. Finalement, il put mettre pied à terre, se construire un petit abri de fortune avec quelques palmes, et il s'endormit, épuisé. Le lendemain, il se mit en quête d'une base plus sûre. Sa marche ne fut pas aisée. Chacun de ses pas lui pesait. La végétation même lui était hostile. Les bruits de la jungle, qu'il connaissait si bien, lui étaient insupportables. Il réussit à grand-peine à atteindre une clairière. Au milieu de celle-ci, comme une erreur dans ce paysage tropical et insulaire, un cabanon nordique, de rondins de bois, accueillant et décoré de petites fleurs. Il frappa à la porte. La rencontre. Monsieur Hollander, votre avion va bientôt décoller. Veuillez vous présenter à l'embarquement. Quelle histoire! Et que de changements! Depuis que ma maladie m'empêchait de travailler durant ma convalescence, je m'étais mis à écrire, comme un hobby, un simple passe-temps. Mais à l'âge de la communication globale, mes écrits se retrouvèrent un peu partout et eurent un succès inattendu au Canada. Un groupe de lecteurs québécois m'invita. Pour que je puisse me reposer des 3 jours de promotion de mes ouvrages, ils louèrent pour moi une cabane typique dans les bois, éloignée de tout. J'y passai la nuit, et le lendemain très tôt quelqu'un frappa à la porte. Qui cela pouvait-il être? Mon groupe d'accueil ne devait pas revenir avant le lendemain. Peut-être un habitant du coin, surpris de trouver un touriste hors saison. Devant moi se tenait un être des plus singuliers, qui fit un pas en arrière de surprise. Il avait l'air vieux, si vieux. Une barbe blanche descendait jusqu'à son pagne sommaire, des tatouages tahitiens recouvraient ses bras nerveux et musclés, et un collier de dents de requin ornait son cou.
Qui êtes-vous? Who are you? Nos deux questions se croisèrent dans le frimas de la brume matinale. Pas de réponse, pas de mouvement. Nous étions tous les deux comme hypnotisés, lui par mon regard d'incompréhension et moi par la profonde lueur qui se dégageait de ses yeux. Rompant le silence, je l'invitai à entrer. Nous prîmes le petit déjeuner. Il but et mangea avec avidité. Une fois restauré, m'annonça dans un anglais rocailleux et ancien. Je suis Lemuel Gulliver, citoyen anglais, devenu par la volonté de Dieu et celle de mes décisions, chef tribal d'une île lointaine. Il me conta toute son histoire, aussi incroyable qu'inouïe. Je lui montrai les volumes que Jonathan Swift avait rédigés sur lui. Il lisait, riait, acquiesçait et parfois corrigeait des détails. Puis il posa le tout et, me regardant avec une infinie sagesse, me demanda: « Suis-je mort? Êtes-vous un ange ?» Mon rire fit trembler les rondins du chalet. « Non, non, lui dis-je, je suis bien vivant et loin d'être un saint. Cependant, je dois vous montrer quelque chose. » Le décor de mon habitation de loisirs était sommaire et d'un style ancien, et j'en étais soulagé, car mon hôte aurait été trop choqué de découvrir d'un coup toute la modernité. J'avais compris qu'il était, par quelque mystère des îles australes, pris dans une sorte de faille temporelle. Petit à petit, je réussis à lui montrer tous nos gadgets modernes. Il était fasciné. Le grand départ. Quelles inventions superbes! Des images et des sons du monde entier, tous les volumes et toute la connaissance au bout des doigts, des machines extraordinaires pour explorer la terre, l'eau, les cieux et même la lune et les étoiles. Quel monde merveilleux que le vôtre, et quel progrès considérable! Sûrement l'éducation et la culture sont telles que votre société doit être des plus paisibles, des plus courtoises, des plus justes et des plus civilisées. J'eus le cœur gros. Je lui montrai alors toutes les horreurs et les crimes que notre science et notre folie avaient commis. Les morts sont tassés sur les morts. La violence, la misère, l'indifférence, les charniers des deux guerres mondiales, la Shoah, la bombe d'Hiroshima, la drogue et ses mafias cruelles, les extrémistes et le terrorisme, tout contredisait son enthousiasme premier. Fit une pause. Je lui servis un verre et nous bûmes pensifs au désespoir de la condition humaine. Le silence de notre méditation stérile fut interrompu par une commotion soudaine. Des lueurs passaient par intermittence entre les fenêtres couvertes, à moitié de petits rideaux. L'hiver me dit: « Je crois que c'est pour moi. » Il me donna pour consigne de relater ses dernières aventures, puis il me salua et sortit. Je le suivis de loin, bouleversé par l'émotion du moment. Dehors, un spectacle incroyable me ravit. Comme venu de nulle part, un flagship aux couleurs de l'Angleterre. À son bord, Gulliver tenait dans ses bras une femme magnifique. C'était Aminaya, son épouse. Les marins joyeux assuraient les manœuvres. Je mis un peu de temps à comprendre que ce navire flottait dans les airs, tenu par une amarre plantée dans le sol de la clairière. Un dernier ICO, un salut de la main d'Aminaya, couverte de ses plus beaux atours, un coup de chapeau de Gulliver tout en amiral d'apparat, et le fabuleux vaisseau s'envola pour disparaître à jamais dans le brouillard. Gulliver avait trouvé l'île du Grand Passage, et loin de nos pauvres existences humaines, commença alors pour lui le plus fabuleux de tous les voyages.